Bonjour à toutes et tous, le focus stacking, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment le mettre en pratique, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Mais avant de démarrer, surtout, pensez à mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail et pouvoir continuer d'avoir un contenu de qualité. Je vous en remercie d'avance. C'est bon? Sûr? Alors c'est parti. Le focus stacking, ou en français dans le texte empilement de mise au point, est une technique qui consiste à fusionner plusieurs prises de vue d'un même sujet, chacune comportant un décalage de mise au point et ayant une profondeur de champ qui ne couvre pas l'ensemble du dit sujet, afin de les assembler par la suite pour obtenir une image composite finale avec une plage de netteté étendue. Concrètement, vous prenez une série de clichés au cours de laquelle, pour chaque nouvelle prise de vue, vous déplacez votre plan de netteté, ou si vous préférez l'endroit où vous faites votre mise au point, et par conséquent, ce qu'englobe votre profondeur de champ. Le but étant qu'à la fin, au travers de toutes ces prises de vue, vous ayez couvert la plage de netteté globale que vous souhaitez dans votre composite final. Car une fois réalisées toutes ces images, elles vont être fusionnées dans des applications dédiées comme Helicon Focus ou plus génériques comme Photoshop ou Affinity Photo pour ne citer que celle-là bien entendu. Fusion qui va ne garder que les parties nettes de chacune des photos pour maximiser virtuellement la profondeur de champ. Il doit exister bon nombre de façons pour arriver à ces fins en termes de focus stacking. Je vais évoquer dans cette vidéo les méthodes qui me semblent les plus communes et que j'utilise lorsque j'ai besoin d'avoir recours à cette technique. Mais surtout, n'hésitez pas à partager vos astuces et vos propres façons de faire dans les commentaires de la vidéo, notamment pour ceux d'entre vous qui font ça sur du vivant en macro. Là, j'avoue, j'admire. Comme ça, tout le monde y gagne. Pour cette mise en pratique, je vais vous montrer le principe en utilisant un trépied et sur un sujet de nature morte qui est un Lego Friends. Oui, parce que je kiffe cette série depuis ses débuts, ce qui ne me rajeunit pas, mais ce n'est pas grave. Alors forcément, c'est plus facile vu que ça ne bouge pas, mais pour commencer et se familiariser avec la technique, on peut difficilement faire mieux. Le réglage de mise au point sur l'appareil est sur le mode manuel, pas d'autofocus donc. Il faut savoir que certains appareils récents ont une fonctionnalité embarquée de focus stacking, qui peut s'appeler photographie avec décalage de mise au point ou terme avoisinant, reportez-vous à votre manuel, ce sera plus simple, qui va automatiser ce procédé de façon incrémentale sur le nombre de clichés et à un pas ou une distance que vous pouvez définir vous-même. Autre possibilité, si vous n'avez pas cette option embarquée, c'est de passer par une application, sur mobile ou par ordinateur, qui pilote votre appareil à distance et qui va vous permettre de décaler votre mise au point en un clic à chaque prise de vue, ce qui vous évite de toucher à votre appareil, chose qui est toujours préférable. Enfin, si vous n'avez rien de tout ça à disposition, eh bien vous allez le faire à l'ancienne, c'est-à-dire à la mano, en essayant d'être délicat lorsque vous bougerez la bague de mise au point, afin de ne pas décaler votre point de vue, le but étant pour le stacking, que les images soient les plus identiques possibles en termes de cadrage et de position des éléments. Une fois que vous avez votre cadrage, comme vous le souhaitez, que votre exposition est calée correctement, l'idée va être de faire la mise au point sur la partie la plus proche de votre scène que vous souhaitez avoir nette. Puis, d'image en image, vous allez tourner à chaque fois votre bague de mise au point par petits incréments pour faire glisser au fur et à mesure votre profondeur de champ jusqu'à la partie la plus éloignée que vous souhaitez nette. Une fois tout ça fait, vous allez transférer vos images sur votre ordinateur, si ce n'est déjà fait, puis nous allons voir comment faire le composite pour les utilisateurs de Photoshop et d'Affinity puisqu'il existe une fonctionnalité dédiée dans ces deux applications. Une fois que vous avez transféré vos images, on va commencer par Bridge et Photoshop. Donc là ici vous êtes dans Bridge, je vais sélectionner toutes les images concernées avec CTRL A pour sélectionner tout ou tout simplement cliquer sur la première image de la série puis aller en gardant la touche majuscule enfoncée sélectionner la dernière image de la série pour toutes les avoir. Vous allez ensuite dans Outils, Photoshop, Chargement des fichiers dans les calques Photoshop. Une fois que toutes les photos sont chargées sous forme de calque dans le même fichier Photoshop, vous allez sélectionner tous les calques, donc là encore une fois, cliquez sur celui qui est tout en haut de la pile, puis en gardant la touche majuscule appuyée, cliquez sur celui qui est tout en bas de la pile. Ensuite vous allez aller dans Édition, Alignement automatique des calques, ce qui va prendre un certain temps selon le nombre de photos que vous avez chargées, bien évidemment.
Une fois que tous les calques sont parfaitement alignés, vous allez retourner dans le menu Édition et cette fois vous allez faire Fusion automatique des calques. Là vous allez avoir deux options, soit celle de panorama, soit celle d'empiler les images. Donc on va effectivement garder empiler les images. Vous pouvez effectivement aussi garder coché les tons et couleurs continues ainsi que les zones transparentes avec fond basé sur le contenu si vous le souhaitez. Et vous allez cliquer sur OK, là encore pour un temps qui va être plus ou moins long selon votre ordinateur et selon le nombre de calques à traiter. Et une fois l'opération terminée, vous aurez donc votre image recomposée avec toute la profondeur de champ nécessaire. Pour ceux qui n'ont pas Bridge, vous pouvez faire bien évidemment la manipulation directement depuis Photoshop. Il vous suffit d'aller dans le menu Fichier et puis ensuite d'aller dans Script et faire Chargement des fichiers dans une pile. Là, vous allez avoir une boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Vous allez aller chercher vos images. Une fois que vous avez chargé vos images et qu'elles sont bien ici, toutes dans la liste, vous allez cocher le Tenter d'aligner automatiquement les images sources et vous allez faire OK. Et vous vous retrouvez dans Photoshop avec votre ensemble de calques comme auparavant. Lorsque vous êtes dans Affinity, vous allez tout simplement aller dans le menu Fichier et vous allez sélectionner Nouvelle fusion ciblée. Là, vous allez avoir une boîte de dialogue, un petit peu comme celle qu'on a vue dans Photoshop, où vous allez faire avec Addition, aller chercher les images qui vous intéressent. Voilà, les ouvrir au sein de la liste et une fois que cela est fait, vous appuyez sur OK et là c'est beaucoup plus automatique comme vous allez le voir puisque Affinity va automatiquement bien évidemment caler tous les calques, toutes les images pour ensuite les analyser et fusionner afin de vous donner un résultat final avec la profondeur de champ étendue. Et voilà, dans les deux cas, vous avez votre image composite finale avec une profondeur de champ étendue. Une chose que vous aurez peut-être saisi au vol, c'est que forcément, plus vous avez de clichés et d'étapes intermédiaires, notamment si votre profondeur de champ est très faible, plus les applications auront de matériel pour recomposer et combler les transitions correctement en limitant les artefacts ou effets de halo flou. Certains d'entre vous vont tout de même se poser la question de savoir comment on pourrait faire la même chose sans avoir recours au focus stacking. Les deux pistes qui vont peut-être vous venir en tête sont 1. Fermer le diaph à fond la caisse pour maximiser la profondeur de champ. 2. Utiliser une optique à bascule et décentrement, tilt shift en anglais. Pour la première piste, qui est celle de fermer à fond le diaph, vous allez rencontrer 3 problématiques à résoudre, si toutefois on peut les résoudre. Premièrement, la plus simple à régler est qu'en fermant le diaph à fond les ballons, vous aurez besoin de plus de lumière pour arriver à une exposition correcte, ce qui, selon ce que vous photographiez, peut rendre l'exercice plus compliqué, voire infaisable, mais qui en soi peut être solutionné. Plus problématique, deuxième point, même en fermant au maximum, vous voyez que vous n'arrivez pas à englober l'intégralité de votre sujet en termes de profondeur de champ. Donc il va falloir bouger la netteté et peut-être ne recomposer qu'à partir de 2 ou 3 clichés au lieu d'une dizaine ou plus, ce qui pourrait être un avantage finalement. Mais ce serait sans compter sans le troisième problème qui va survenir. Vous n'allez pas utiliser votre objectif au meilleur rendement, c'est-à-dire à une ouverture qui va donner le maximum de définition à votre image et surtout, en fermant au maximum, vous aurez de la diffraction, c'est-à-dire une diffusion des rayons lumineux plutôt qu'une concentration, qui va donner une image beaucoup plus molle, même sur des optiques hors de prix. Parce que oui, la diffraction est un phénomène physique basé sur l'ouverture et la taille des photosites et qui se fout complètement de savoir si votre optique a coûté 300 ou 2000 €. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Pour la deuxième piste, utiliser une optique à bascule solutionnerait effectivement le souci puisque le fait de basculer le plan de netteté, ce que permettent ces optiques, fait que votre profondeur de champ peut se faire sur la hauteur de votre objet plutôt que sur sa profondeur. Du coup, en un cliché, vous aurez le maximum de netteté sur cet axe. C'est d'ailleurs pour ça qu'en studio et à une époque, l'utilisation de la chambre était un luxe incontournable pour les packshots. Mais c'est une autre histoire.
Enfin, pour revenir à cette technique de combiner plusieurs prises de vue avec des mises au point à différents endroits, sachez que c'est également pas mal pratiqué chez les photographes de paysage qui vont combiner généralement de 2 à 3 images avec une mise au point sur le premier plan, une mise au point sur le lointain et parfois une mise au point sur une distance intermédiaire afin d'avoir vraiment des images finales extrêmement piquées et qui regorgent de détails de l'avant-plan à l'arrière-plan. Voilà. J'espère qu'avec tout ça, vous aurez appris quelque chose, ou peut-être que vous aurez l'envie de tester ou de vous y remettre si vous en aviez déjà fait. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poster sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous lire et d'y répondre, comme toujours. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, faites plein de belles photos et prenez bien soin de vous. Ciao.